l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. La Commission, je vous le rappelle, est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le cahier de consultation intitulé « La planification de l'immigration au Québec pour la période 2024-2027 ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente, Madame Gendron-Châteauguay est remplacée par Madame Bogemans-Iberville. Madame Garcia-Robert-Badoun est remplacée par Monsieur Desragines-Ligan. Madame Price-Darcy-Magui est remplacée par Madame Lacoyane-Olivier Chemédé. Et Madame Massé-Sainte-Marie-Saint-Jacques est remplacée par Monsieur Clich-Rivard, Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci beaucoup. Alors, à nouveau, Mesdames et Messieurs les élus, bienvenue à la Commission. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, nous entendrons donc ce matin les groupes suivants, l'Université du Québec, avec les représentants qui sont devant moi, et l'Université de Montréal. Je vous souhaite donc, messieurs, la bienvenue. Vous allez avoir une période de 10 minutes pour votre exposé. Je vais d'abord vous demander de vous présenter pour le bénéfice des élus. Alors, le temps est à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Alors, je m'appelle Alexandre Cloutier. Je suis président de l'Université du Québec. Je suis accompagné de ma collègue Céline Postin-de-Recourt, vice-présidence à l'enseignement et à la recherche. Charles Nadeau, vice-président à l'administration. Maxime Colleret, conseiller aux relations gouvernementales. Alors, Madame la Présidente, Madame la ministre, chers députés, merci de nous recevoir dans le cadre de cette commission parlementaire. C'est un moment qui est important pour nous. C'est toujours un honneur de venir vous rencontrer. Vous vous rappelez que l'Université du Québec, c'est une université qui vous appartient en quelque sorte parce que c'est une université qui a été fondée par une loi de l'Assemblée nationale, une loi unanime de l'Assemblée nationale, il y a plus maintenant de 50 ans. Un des objectifs de l'Université du Québec, c'était qu'il y ait des universités partout sur le territoire québécois. Et une des raisons pour lesquelles le gouvernement s'était, ou l'Assemblée nationale, devrais-je dire, s'était doté de l'Université du Québec, c'était pour combler le retard historique des francophones quant à l'accès à l'université et pour augmenter le taux de diplômés partout dans les régions du Québec. Je dois vous avouer qu'on a fait des pas de géant dans l'histoire du Québec. Au moment où on se parle, nous avons plus de 100 000 étudiants qui sont inscrits. Environ le tiers des effectifs étudiants sont inscrits au sein du réseau de l'Université du Québec. Et on a un peu plus de 800 000 diplômes qui ont été émis depuis la fondation de l'Université du Québec. Plus de 3 500 professeurs, 4 000 chargés de cours, 15 000 employés. Le tiers de l'effectif étudiant, ce qui fait en sorte qu'on dit haut et fort que nous sommes la plus importante université francophone des Amériques et on en est extrêmement fiers. On a une mission aussi d'accessibilité, c'est important que je vous la partage. Encore au moment où on se parle, il y a plus d'un étudiant sur deux qui sont des étudiants qu'on appelle des étudiants de première génération. Donc, on brise le cycle, on donne accès à nos universités et ça permet donc, bien sûr, de pouvoir obtenir un diplôme universitaire et donc de casser en quelque sorte le cycle d'un grand retard du Québec. Et il y a aussi, toujours au moment où on se parle, de grandes disparités en termes de taux de diplomation entre les régions du Québec. Ceci étant dit, dans le cadre de la commission actuelle, il y a aussi une croissance importante des étudiants internationaux étrangers. Ça a presque doublé, en fait, dans les 6 dernières années. Puis récemment, on a fait une petite enquête que je suis fier de vous partager aujourd'hui. Il y a environ le tiers des effectifs étudiants internationaux qui nous disent qu'ils souhaitent s'établir au Québec. Donc, on vient tout juste d'avoir accès à ces résultats-là. On a fait une étude auprès de nos étudiants, l'enquête ICOP, là, où on nous a présenté les résultats pas plus tard que la semaine dernière. Alors, sur ça, Madame la Présidente, je vais céder la parole à ma collègue, la vice-présidente aux études. Merci beaucoup. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, le programme de l'expérience québécoise est très important pour l'Université du Québec parce que c'est un levier d'attraction et de rétention des étudiants internationaux. Et donc, dans notre mandat de développement du Québec, vous avez compris que c'est un élément qui nous tient à cœur. La présence d'étudiants internationaux dans nos établissements, c'est d'abord une façon d'avoir un bouillonnement d'idées, également une diversité qui est très bénéfique pour la mission d'enseignement, de recherche, mais aussi de service à la collectivité de l'université. Les étudiants étrangers qui sont présents sont aussi des stimulants pour les économies locales et ils participent de la vitalité de nos établissements universitaires. C'est aussi l'instrument par excellence pour convertir les étudiants et les étudiants que nous accueillons de l'étranger en travailleurs et en travailleuses pour le Québec.
En 2002, ce sont 2000 étudiants venant de l'étranger que nous avons diplômés sur le sol québécois, 2022, pardon. Et donc, en le volet diplômé du programme de l'expérience québécoise, le gouvernement nous aide justement à atteindre ces objectifs-là. Rappelons que les objectifs de la modification, c'est d'éliminer les conditions sur l'expérience de travail et sur le statut d'emploi et de renforcer la maîtrise du français en mettant l'accent sur les programmes francophones. Et nous sommes d'avis à l'Université du Québec que ces modifications vont permettre effectivement de valoriser la langue française dans les études universitaires et qu'elles inciteront le développement d'un lien d'appartenance plus fort dans les communautés. Ces modifications devraient également permettre d'assurer une présence plus importante des étudiants internationaux dans nos établissements, ce qui est bénéfique pour les universités, mais également les collectivités d'accueil. On réagit donc très favorablement aux modifications qui sont actuellement proposées au volet diplômé du programme de l'expérience québécoise. Cela dit, afin d'avoir l'impact souhaité, les nouvelles orientations gouvernementales vont devoir être accompagnées de certaines mesures concrètes pour favoriser l'accueil et l'intégration des immigrants. Pour que la réforme du PEC soit une réussite, il faut donner aux universités, à l'Université du Québec, les moyens de s'assurer de mieux soutenir les étudiants étrangers qui s'inscrivent dans nos établissements et donc d'avoir des investissements dédiés pour l'Université du Québec pour renforcer nos mesures d'intégration et d'accompagnement de nos étudiants venant de l'étranger. Il faut aussi s'assurer que la francisation des étudiants étrangers puisse se faire directement à l'université. Dans ce sens, l'Université du Québec est un partenaire idéal parce que grâce à son identité résolument francophone et sa présence partout au Québec, elle a à cœur l'intégration en français des nouveaux arrivants. Et des mesures spécifiques pourraient être proposées pour que Francisation Québec puisse reconnaître et appuyer les programmes de francisation qui se déroulent directement dans les universités à l'heure actuelle. Nous sommes bien conscients de l'importance de contribuer à la régionalisation de l'immigration, de pallier la rareté de main-d'œuvre grâce à la formation universitaire et d'assurer la valorisation de la langue française, notamment dans la métropole montréalaise. Et nous considérons être un partenaire privilégié du gouvernement du Québec pour former ces prochaines générations de jeunes professionnels qui nous arrivent de partout dans le monde, qui s'installeront dans toutes les régions et qui œuvreront en français dans des secteurs stratégiques pour le Québec. Il faut toutefois dire que le programme de réforme du PEC dépend de la collaboration du gouvernement du Québec avec Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada pour réduire de façon significative les refus des permis d'études, notamment pour les personnes venant de l'Afrique francophone, et les délais de traitement des demandes de résidence permanente. Juste un dernier chiffre, 72% des demandes de permis d'études qui sont effectuées au Québec par des étudiants africains ont été refusées par le gouvernement fédéral en 2021. Quand on est en Ontario, ce taux tombe à 52%. La croissance prévue du nombre d'étudiants étrangers dans nos établissements, pour terminer, signifie également qu'il faut trouver, vous en êtes bien conscient, des alternatives aux solutions d'habitation, compte tenu des difficultés actuelles de logement. Et je passerai la parole ici à mon collègue Charles Nadeau, qui pourra vous en parler plus précisément. Merci. Partout à travers le Québec, les difficultés d'accès au logement se font sentir, ce qui affecte également les étudiants internationaux, qui, bien souvent, éprouvent des difficultés particulières pour se trouver un logement dans un marché immobilier difficile pour les locataires. Or, le logement est un facteur déterminant dans la réussite des études universitaires. C'est 18% des étudiants internationaux qui se trouvent en résidence universitaire au cours de leurs études dans les universités du réseau de l'Université du Québec. Le Québec peut compter sur la Société immobilière de l'Université du Québec, qui est chargée de l'acquisition, de la construction et de la gestion d'immeubles, particulièrement de résidences pour étudiants. Nous pouvons aussi compter sur les multiples projets de nos différents établissements. À ce jour, grâce à la Société immobilière de l'Université du Québec et au projet de nos différents établissements, dans le réseau de l'UQU, il y a actuellement 3 765 chambres sur nos campus. Or, d'ici 5 ans, pour répondre aux besoins de la demande, c'est 4 000 chambres supplémentaires qui nous est nécessaire. Et sur un horizon de 10 ans, on doit ajouter à ces chiffres un 5 500 places en résidence. En ce moment même, 7 projets de construction de résidences sont prêts à démarrer s'ils obtiennent leur financement dans le réseau de l'Université du Québec, ce qui totalise à court terme une capacité de 1 575 chambres.
Ces unités permettront de répondre aux besoins de notre population étudiante et des étudiants internationaux actuels et futurs de l'Université du Québec. Elles permettront aussi de soulager le marché de l'immobilier actuel, puisque les étudiants qui habitent en résidence n'occupent pas de logement des autres citoyens de leur communauté. Investir dans les résidences de l'Université du Québec, c'est donc réduire le stress sur le marché immobilier, sans compter que le coût d'une construction étudiante est moins important que celui d'un logement traditionnel. Faisant du logement étudiant un outil rentable pour relever les enjeux liés à l'habitation. En conclusion, Madame la Présidente, l'Université du Québec se réjouit donc des modifications que le gouvernement souhaite apporter au volet diplômé du programme de l'expérience québécoise. Elle souhaite toutefois rappeler que les objectifs visés par le gouvernement du Québec nécessitent également des enveloppes dédiées pour des initiatives d'accompagnement et d'intégration au sein des établissements universitaires, une collaboration étroite avec Immigration Canada afin d'accélérer le temps de traitement des demandes de permis d'études et de résidence permanente, une collaboration financière avec l'Université du Québec afin de construire de nouvelles résidences pour étudiants et de soulager le marché immobilier. L'UQ souhaite contribuer aux différents chantiers nationaux en cours en matière de francisation, d'accessibilité au logement, de régionalisation de l'immigration et de main-d'œuvre. J'arrive justement à Madame la Présidente, chers membres de la Commission des relations avec les citoyens. Nous vous remercions de votre écoute et sommes disposés à répondre à vos questions. On était vraiment alignés. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous savez, c'est un honneur pour nous aussi de vous recevoir parce que vous éclairez nos travaux. Alors, on va commencer donc la période d'échange avec les parlementaires. Je me tourne du côté de la banquette de la ministre avec une période totale de 16 minutes 30 secondes. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous de prendre part à cette commission parlementaire, à cette consultation qui manifestement génère un grand intérêt. Nous en sommes très fiers, très contents. Alors, merci de vous être prononcé à travers votre mémoire. Votre présentation m'a suscité plein de nouvelles questions. Alors, d'une part, je voudrais vous féliciter pour cet effort de démocratisation à l'université qui a été réalisé. Je pense qu'on peut être fier des résultats atteints par le réseau UQ avec les chiffres que vous nous donniez, M. Cloutier. Vraiment, c'est fabuleux. Poursuivons sur cette voie-là, mais franchement, quand on regarde le résultat, le travail déjà accompli, c'est fantastique. Et d'entendre aussi le pourcentage fort important de gens pour qui c'est la première génération qui accède à l'université, ça, très intéressant, très impressionnant. J'aimerais vous entendre dans un premier temps sur justement la volonté des étudiants étrangers de rester ou de ne pas rester. Vous nous parlez d'un tiers des étudiants étrangers qui disent vouloir rester au Québec. Déjà, est-ce que ça, c'est le fruit de votre travail, dans le sens que est-ce que vous les incitez à considérer cette opportunité-là de rester? Si oui, comment le faites-vous? Et si vous n'avez pas d'action particulière en ce sens-là, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de développer comme initiative? Je vais peut-être me permettre de mettre la table, puis sans doute que mes collègues voudront compléter. Je vais mettre l'ancien chapeau que j'avais, qui était celui de vice-recteur dans une organisation qui avait justement la responsabilité d'aider à l'accueil des étudiants internationaux. Puis un des maillages que j'ai toujours trouvé qui manquait, c'était le maillage entre le marché de l'emploi et la diplomation. Le rôle des universités, c'est de diplômer, c'est bien sûr de les accueillir, mais de les mener à terme dans leur projet d'études. Mais l'autre volet, qui est celui du maillage avec les besoins du marché de l'emploi, bien, c'est peut-être moins, on pourrait assurément travailler davantage sur cet élément-là pour s'assurer que lorsque les étudiants obtiennent leur diplôme, bien, ils puissent bien comprendre les occasions qui s'offrent à eux. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi, à travers ça, bien, l'espèce de dichotomie du gouvernement fédéral où on leur demande de retourner, bien sûr, dans leur pays. Fait qu'il y a aussi cet enjeu-là. Par contre, de manière plus certaine, ce que je peux affirmer, c'est qu'il vient d'y avoir une enquête, l'enquête ICOP, auprès de nos étudiants. Et on leur a posé la question de savoir quelles étaient leurs intentions. Et les résultats qui ont été partagés récemment sont à l'effet que le tiers d'entre eux manifestent d'emblée la volonté de vouloir s'établir sur le territoire québécois. Là où l'UQ peut avoir un rôle peut-être un petit peu plus différent à jouer, c'est le fait qu'on est partout dans toutes les régions du Québec. C'est ce qui rend, je pense, notre partenariat, je dirais, particulièrement intéressant, parce que si on veut accueillir en français les étudiants internationaux, mais aussi de
poursuivre leur intégration au sein de la communauté québécoise, bien, inévitablement, les programmes en région contribuent assurément. Maintenant, est-ce qu'on pourrait travailler sur un meilleur accompagnement vers le marché de l'emploi? Probablement que la réponse, c'est oui. Mais je veux peut-être que mes collègues souhaitent compléter. J'allais justement compléter avec cet élément-là parce que votre question nous amène à donner un exemple très concret quand on parle d'un meilleur soutien pour l'accueil, l'intégration, l'accompagnement des étudiants qui viennent de l'étranger. C'est précisément sur ce genre d'objet-là que la ressource essentielle, c'est un accompagnement de proximité. C'est des gens qui sont dans nos universités, qui sont proches des étudiants qui viennent de l'étranger, qui perçoivent leurs questions, qui sont à leur écoute et qui les aident à s'orienter dans leur nouvelle communauté d'accueil. Donc, le type d'accompagnement très concret dont ont besoin ces étudiants-là, bien, la question de leur avenir puis de leur intégration sur le marché du travail au Québec et dans leur milieu de vie, ça fait partie de cet accompagnement de proximité qu'on doit offrir aux étudiants. Et c'est ça, quand on dit on a besoin de ressources pour être à l'écoute et en dialogue avec ces étudiants-là, c'est précisément le genre de sujet sur lequel ils ont besoin de soutien. Donc, quand on leur demande qu'est-ce qui vous amènerait à considérer davantage de rester au Québec, ce serait l'accompagnement qui serait la réponse la plus commune? En fait, l'accompagnement, c'est un facteur qu'on voit qui est décisif dans beaucoup de décisions. Alors, ils ne vont pas nécessairement dire « j'ai besoin d'accompagnement ». Ils ont besoin de mieux comprendre le système dans lequel ils arrivent. Et pour pouvoir mieux le comprendre, c'est cet accompagnement-là. Mais dès le moment de l'admission, ce qui fait la différence quand ils nous répondent, c'est bien, si j'ai des réponses personnalisées à mes questions, c'est ça qui fait la différence entre le fait que je vais m'inscrire à telle université versus à telle autre. Donc oui, c'est cet accompagnement-là dont ils ont besoin, même s'ils ne le nomment pas, mais c'est ce qui leur permet d'avoir les réponses à leurs questions. Et est-ce qu'à votre avis, la proposition qu'on met de l'avant dans un des deux scénarios, à savoir d'avoir un PEC diplômé en continu, est-ce que c'est de nature à rehausser leur intérêt par rapport à la volonté de rester? Est-ce que de ce côté-là, vous avez déjà des informations dans ce sens-là ou c'est quelque chose qui reste à voir? D'une part, est-ce que la volonté d'obtenir la résidence permanente fait partie de leur réflexion et de leur élément décisionnel? Et est-ce que le PEC diplômé, à votre avis, permettrait de rehausser l'intérêt? En tout cas, on pose l'hypothèse que oui, assurément. Puisqu'on réduit les conditions au PEC, on pense que par défaut, il y aura nécessairement un plus grand intérêt. Puis c'est aussi un argument, je pense, pour l'Université du Québec de promotion lorsqu'on fait du recrutement à l'international. Alors, ce sont assurément des bonnes mesures qui vont contribuer au recrutement d'étudiants francophones à l'étranger. Juste pour compléter peut-être aussi la réponse de ma collègue en lien avec l'accompagnement, on a un enjeu aussi au Québec qui est celle du taux de diplomation de nos étudiants étrangers au premier cycle. Ils font très, très, très bien au deuxième et troisième cycle. Au premier cycle, c'est un peu plus complexe. Il faut aussi être conscient que lorsqu'on accueille davantage d'étudiants internationaux au premier cycle, bien, on a des enjeux d'accompagnement pour les mener à la diplomation. Non seulement les faire venir, mais qu'ils obtiennent leur diplôme universitaire. Et là, il y a un écart quand même entre les étudiants canadiens versus les étudiants étrangers. Puis on a une responsabilité de s'assurer qu'ils ont tous les outils nécessaires pour pouvoir arriver à la diplomation. Donc, il y a aussi des enjeux de ressources qui sont liés à ça et le rôle des universités dans cet accompagnement-là. Alors, ce qu'on essaie de dire finalement, c'est oui, plus d'étudiants internationaux, on est capable d'y contribuer, mais il faut comprendre que ça amène un impact. Ça amène un impact sur le registrariat, ça amène un impact sur nos professeurs, sur la dynamique dans les classes, etc. Donc, c'est important qu'on ait une vue d'ensemble puis qu'on comprenne bien que si on demande, par exemple, à l'Université du Québec de jouer un rôle particulier, bien, ça devra venir aussi avec des ressources pour bien accompagner ces élèves-là, pour les mener à la diplomation, comme on fait avec les autres étudiants. Est-ce que la connaissance du français fait partie des éléments qui expliqueraient que le taux de réussite ne soit pas celui que oui et non. Oui et non. En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Dans le sondage qu'on vient de faire, c'est 93% de nos étudiants sont de locution française. Donc, il y a déjà aussi des tests qui sont faits là, pour l'admission de nos étudiants. Alors, peut-être que pour certains, il peut y avoir un enjeu, mais on a aussi des enjeux en lien avec la préparation de nos étudiants.
il y a une diversité. Hein. Vous pouvez imaginer, il y en a qui arrivent de tous les pays, en fait, francophones dans le monde entier. Alors, par définition, même pour nos équipes de programme, lorsqu'on fait l'admission, très complexe hein, de poser de bons diagnostics sur le niveau de préparation. Alors, il y a des enjeux comme ceux-là, par exemple. Ça a explosé. Vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés tantôt. Ça a presque doublé la présence des étudiants internationaux. Mais imaginez l'impact pour nos registraires. C'est fou le nombre d'étudiants, le nombre de demandes maintenant qu'on reçoit dans chacun de nos établissements. Ça se compte en dizaines de milliers de demandes. Donc, ces demandes-là doivent être traitées. Puis ensuite, on doit procéder à l'analyse de chacun des dossiers, mais c'est très complexe pour les programmes de faire des analyses comparées en fonction des pays. Donc, on essaie de se doter des outils, mais assurément un bon filtre pour s'assurer que les étudiants ont tout le bagage nécessaire pour venir réussir ici au Québec. Mais il y a tout un travail de fond là, qui est lié à ça. Vous avez parlé du taux de refus très élevé là, pour les étudiants étrangers en provenance d'Afrique francophone. Est-ce que vous avez vu une légère amélioration au cours de la dernière année de la situation concernant ça? Parce qu'on fait beaucoup de pression sur le fédéral là, pour que ça change. Et j'aimerais savoir de votre côté sur le terrain, qu'est-ce que vous observez? C'est ce qu'on dit, mais une légère amélioration, mais pour les chiffres comme tels, je ne sais pas si on les a. On n'a pas de... C'est souvent des chiffres qui sont excessivement difficiles à avoir. On les obtient de haute lutte ou grâce aux publications dans les journaux, mais sur le terrain, il y a certaines personnes qui nous disent avoir constaté certaines améliorations, mais on n'a pas encore le recul pour vraiment la mesurer. Mais ça reste... On a encore beaucoup trop de cas avec des refus qui sont invraisemblables par rapport justement au fait qu'on n'a pas confiance dans le fait que vous allez repartir dans votre pays, ou alors on conteste des agents des douanes qui contestent le niveau de français de ces personnes-là, donc qui viennent se prononcer sur des éléments pour lesquels ils ont assez peu d'outils finalement pour mesurer la réalité des choses. Je vous amènerai sur la régionalisation puis l'établissement durable en région. Combien est-ce qu'il nous reste de temps, Madame la Présidente? 6 minutes 29. Merci. Alors, nous, c'est une de nos priorités, de faire en sorte que l'immigration se déroule de plus en plus en région. On a vu une belle augmentation ces dernières années. Et bien sûr, ça concerne les étudiants étrangers. Alors, on aimerait ça même idéalement que les gens viennent s'établir en région dès leur arrivée au Québec et non pas après un passage dans la métropole. Et je pense que les universités peuvent faire l'aimant de départ justement pour un établissement en région. Comment est-ce que vous voyez que le réseau UQ puisse contribuer à cet objectif-là d'enraciner, dans le fond, nos étudiants étrangers en région sur le moyen et le long terme? C'est assurément une voie qui m'apparaît la voie la plus naturelle pour l'établissement de ces étudiants qui choisissent de venir étudier en région. Souvent, ils se font des blondes, des chums, et ils apprivoisent la région, ils l'adoptent et ils décident de s'y établir. Les exemples sont extrêmement nombreux. Je suis profondément convaincu que c'est une très bonne voie pour l'intégration en français dans nos régions, d'accueillir des étudiants de premier cycle, de les mener à la diplomation et ensuite de s'assurer qu'on fasse le maillage, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il manque un peu avec les besoins de l'emploi. Mais déjà, nos institutions en région jouent un rôle clé. Je pense à l'Université du Québec à Chicoutimi. Contrairement à ce qu'on peut penser, des fois on dit « Ah, mon Dieu, à Chicoutimi, de pas avoir un gros taux d'étudiants étrangers ». Au contraire, ça frôle, ça avoisine le 30 % des étudiants qui sont des étudiants étrangers. Il y a un haut taux aussi du côté de Trois-Rivières. En Rimouski, sont en hausse de façon importante. Je pense que si on travaille en collaboration avec les universités, qu'on réfléchit aussi à la façon dont on fait le recrutement des étudiants étrangers, peut-être de façon un petit peu plus harmonieuse, ou peut-être qu'on aurait avantage à travailler de façon un peu plus uniformisée. Peut-être uniformisée, c'est pas le bon mot, mais ne pas multiplier. Je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts variés, on va dire comme ça. Peut-être qu'on pourrait avoir une meilleure efficacité pour le recrutement à l'international, mais c'est assurément une voie qui m'apparaît très prometteuse pour le Québec, qui fonctionne déjà très bien. Hein. Par ailleurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a une hausse constante des étudiants internationaux dans nos universités au moment où on se parle, particulièrement vrai pour les établissements en région. Donc, avec les modifications du PEC, on peut penser que ça va se poursuivre.
Mais maintenant, comme je le disais, l'accroissement des étudiants internationaux amène aussi son lot d'enjeux au sein des établissements. Puis on ne peut pas juste faire une réflexion sur la croissance des étudiants puis l'accueil sans qu'on réfléchisse à comment, à l'intérieur des universités, on les mène à la diplomation. Et ça a des impacts pour tout le monde, pour le registraire, pour les gens comme pour les administrateurs, bref, pour tout le monde. Puis c'est pour ça que nous, on dit l'UQ, vous savez qu'on est un joueur, on veut être un bon partenaire du gouvernement du Québec sur les enjeux de société, mais on a un sérieux enjeu de sous-financement. Je sais que ce n'est pas l'objet de la commission, mais il en demeure pas moins que si on met plus de responsabilités ou si on s'attend à davantage de collaboration, il va falloir aussi régler les autres enjeux en lien avec notre capacité portante de développement et de répondre aux enjeux du gouvernement du Québec. Il y a d'autres collègues qui réfléchissent à la formule de financement. On a demandé un réinvestissement majeur pour vivre une deuxième phase de développement de l'Université du Québec. On a plein de projets de développement, on va être un bon joueur, mais encore faut-il qu'on ait la bonne capacité portante. Vous parliez de maillage tout à l'heure avec des entreprises. Je vois, dans le fond, un souhait commun entre vous et des entreprises, particulièrement en région, pour du logement. Donc, je me disais, est-ce qu'il y a moyen pour vous de joindre vos forces avec des secteurs d'activité économique dans les villes ou les régions où sont implantés vos établissements pour faire en sorte de bâtir du logement qui serviront à la fois pour des étudiants étrangers et des futurs travailleurs, dans le fond, qui pourront être actifs dans la région, dans les secteurs d'activité. Est-ce que c'est des formules déjà que vous avez considérées? Pas de façon importante, mais oui, il y a déjà eu des discussions similaires à ça. J'ai un cas en tête où, justement, dans la région de Drummondville, par exemple, où il y a des besoins à la fois pour des étudiants, à la fois pour des travailleurs étrangers. Donc, on a déjà eu des discussions pour avoir des modèles qui permettraient tout ça. Donc, tout ça reste à voir parce qu'il y a toujours le statut de résidence étudiante qui demeure importante là, pour notamment les congés de taxes d'impôts fonciers puis tout ça, là, qui ont un impact important dans les frais d'exploitation des résidences. Mais on a déjà eu effectivement des discussions en ce sens-là. C'est des partenariats intéressants. OK. Tout ça devant voir. Peut-être juste ajouter que les universités font preuve de beaucoup d'imagination. Récemment, on a vu des hôtels se convertir en résidences étudiantes dans certaines régions du Québec. On est loin du modèle traditionnel, là, parce que justement, les besoins sont tellement urgents. On l'a vu particulièrement dans la région de Saguenay. Je pense qu'il y a des pourparlers aussi dans la région de Rimouski. On voit aussi qu'avec Ivanhoe Cambridge, il y a peut-être l'intérêt des gens de la Caisse de dépôt de vouloir collaborer dans des projets avec les universités. Là, on a vu le projet qui émerge du côté de Montréal. Peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres projets qui pourraient émerger du côté du Québec. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on en a pour 700 millions d'investissements à faire. Maintenant, on est ouvert à tout partenaire qui souhaiterait nous aider à construire un nouveau modèle financier qui nous permet de répondre à nos besoins actuels. Ben oui, je pense qu'il y a un continuum de services auquel on peut penser avec des étudiants étrangers qui, après ça, deviennent des travailleurs et qui, le souhaitons, resteront dans la région. Donc, je vous invite, en fait, incite à promouvoir les atouts du Québec et puis à promouvoir également les programmes renouvelés là, qu'on a présentés pour attirer les étudiants étrangers dans la durée. Parler de francisation au Québec également, parce que c'est accessible aux étudiants étrangers qui ne maîtrisent pas pleinement le français. Donc, vous nous parliez tout à l'heure qu'il y a quand même à peu près 7-8 % des gens dont ce n'est pas la langue maternelle. Donc, Francisation Québec sera une solution intéressante pour eux. Là. Alors, c'est ce qui met pratiquement fin à cette première portion d'échange avec les parlementaires. Merci, Madame la ministre. Je me tourne maintenant du côté de l'opposition officielle avec le député de Néligan pour une période de 9 minutes 54 secondes. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, avocate. Très heureux de vous revoir encore une fois en commission parlementaire. Juste pour le besoin de la suite des consultations, même les consultations futures, est-ce qu'aujourd'hui, parce que là, on répare une erreur du PEC, je ne veux pas refaire toute l'histoire, vous étiez là, les communiqués sont là toujours, mais est-ce que ça a été une erreur de fermer le PEC et c'était quoi l'impact pour le réseau de l'UQ et l'ensemble des universités en région?
vous aurez compris que je ne vais pas répondre directement à votre question, mais je vais assurément vous dire qu'on se réjouit de voir l'allègement des conditions qui sont posées par le gouvernement actuel et qu'on pense que cette levée des conditions va nous permettre de faire un meilleur recrutement puis la promotion à l'international. Je comprends entre les lignes le collègue qui regarde vers le futur, c'est excellent. Donc j'espère comme vous qu'on ne va pas revenir en arrière et recommencer à jouer dans un modèle qui marchait très bien, qui fonctionnait très bien. On va commencer à décortiquer le PEC parce que j'ai plein de questions sur le PEC. Le problème des visas, ça n'a aucun bon sens, surtout avec des missions en Afrique. Il y avait un intervenant la semaine dernière, président de l'Observatoire, rattaché probablement à l'Observatoire, rattaché à l'Université de Laval, qui disait qu'on doit focuser beaucoup nos efforts sur l'Afrique, la jeunesse africaine. Je lui ai même posé des questions sur la géopolitique, la présence de la France en Afrique, les gens qui cherchent un autre modèle, un autre endroit où on parle français, et le Québec, il est bien positionné. Commençons avec le fédéral. Trouvez-vous que c'est normal que les étudiants qui viennent doivent cocher toujours la case que je dois m'engager à revenir chez moi? Ça n'a aucun bon sens parce que c'est de l'hypocrisie de pousser des gens à déclarer automatiquement aux agents de douane qu'ils doivent retourner chez eux après la fin de leurs études. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne le droit, on veut les garder. C'est tout à fait juste. En fait, vous faites une lecture qui est pour le moins contradictoire. On demande effectivement de s'engager un retour du côté d'Ottawa et du côté du Québec. Visiblement, on souhaite une meilleure intégration aux besoins de main-d'œuvre particulièrement, pas juste aux besoins de main-d'œuvre, mais à la contribution de l'ensemble des enjeux de la société québécoise. Mais vous comprenez que c'est tellement difficile pour des jeunes, parce que vous l'avez très bien dit au début, on comprend comment ça marche à l'échelle internationale, le recrutement des étudiants. C'est très important d'avoir des leviers, et le PEC est un levier. Le problème, c'est que des gens honnêtes viennent au Québec, et les agents de la douane leur posent la question, avez-vous l'intention de rester? Et on leur a vendu le rêve du Québec, d'étudiants français dans une région, et qu'ils peuvent rester avec un PEC diplômé, et ils disent oui. Et il y en a qui sont ramassés avec des enjeux. C'est quoi votre suggestion? Est-ce qu'on doit aller aussi mener la bataille pour que, avec les étudiants, d'enlever cette case? C'est une bataille qui se fait déjà, à ma connaissance. Puis mon collègue, le recteur de l'Université de Montréal, prendra la parole tout à l'heure, mais je ne veux pas parler pour le BCI, puis peut-être qu'il le fera s'il le souhaite, là, mais de mémoire, moi-même, je suis un nouveau président dans l'organisation, mais je pense pas que je prends beaucoup de risques en disant qu'il y a eu des représentations qui ont été faites pour lever cette condition-là au niveau fédéral et qu'on soit conscient du double message qui est envoyé entre le gouvernement du Québec et le gouvernement d'Ottawa et qu'il y a eu des représentations en ce sens qui ont été faites. Je pense que l'enjeu, c'est que, là, je m'avance encore, mais de mémoire, ça nécessitait un amendement législatif pour lever cette condition. C'est ce qu'on s'est fait dire, du moins c'est ce que j'ai compris. C'est de l'information là, qui est à vérifier. Peut-être que mes collègues, s'ils souhaitent compléter, je ne sais pas si Céline... Oui, je confirme qu'effectivement, on collabore beaucoup, en particulier avec le ministère de l'Enseignement supérieur, pour collaborer avec les autres ministères québécois, faire des démarches auprès du gouvernement fédéral. À chaque fois qu'on peut rapporter des cas, des exemples, on les communique à nos ministères avec lesquels on collabore pour qu'ils puissent continuer constamment à alimenter ce discours-là. Mais effectivement, il y a, je pense aussi, un statut pour les agents de douane qui doit être retravaillé, qui doit être corrigé, parce que c'est vraiment à cet endroit-là que beaucoup de choses coincent. Et il y a beaucoup d'efforts qui Mais vous avez notre appui par rapport à cela, parce que ça n'a aucun bon sens, surtout pour des jeunes qui arrivent dans un pays. Pour beaucoup, parfois c'est leur premier voyage à l'international. C'est un stress énorme. Avoir un échange avec un douanier, c'est pire qu'un chef de police dans leur pays d'origine. Mettez ça dans le contexte. Pour nous, parler à un agent de la douane, probablement c'est normal. Mais quelqu'un qui vient d'un autre pays,
c'est un agent d'autorité, c'est extrêmement difficile. J'en ai vu moi-même des cas où j'ai reçu des appels directement de l'aéroport. Je veux aller j'ai entendu votre présentation, j'ai bien compris qu'il n'y a pas ou peu de problèmes de logement au niveau des résidences à travers le Québec du réseau de l'EQ? Non, en fait, on veut doubler nos besoins. En fait, on souhaite doubler nos résidences actuelles. Mon collègue peut donner OK. plus de détails. L'argent suit ou pas de la part du gouvernement? Vous êtes à l'aise par rapport à ce qui est proposé de la part? On vient tout juste de recueillir les besoins. On a un projet, on a 7 projets de résidence qui sont prêts, en fait, ou relativement prêts. Et donc, on est à l'étape maintenant de travailler sur le modèle financier puis le partenariat qu'on souhaite établir. Nous, ce qu'on a voulu surtout faire, c'est dire on est un joueur clé parce que c'est bien beau l'immigration, mais encore faut-il les accueillir. Par définition, si on construit du logement étudiant, on libère des logements. Et donc, il y a des options sur la table pour collaborer. Maintenant, on est rendu à l'étape des discussions puis de trouver le bon modèle financier. Je ne sais pas si Charles souhaite compléter. Tout à fait juste. Donc, pour les besoins, là, pour les 5 prochaines années, 4 000 places en résidence que l'on a besoin dans nos établissements. C'est 700 millions d'investissements. Millions d'investissements. J'imagine le gouvernement du Québec doit être là, doit répondre à l'appel. Bien, pour avoir des modèles financiers qui nous permettent d'avoir un loyer abordable pour les étudiants, ça prend effectivement un montage financier où est-ce qu'on a de l'argent là, qui nous est... où est-ce qu'il y a certaines sommes qui sont disponibles, peu importe la source, mais qui ne nécessitent pas un remboursement par la suite. Okay. Mais si jamais il n'y aura pas, je ne le souhaite pas, je ne le souhaite à personne, le levier venant du gouvernement est très important pour vous donner les outils nécessaires pour avoir ces étudiants en région. Je peux faire ce constat? Je peux conclure ça? Partenaire, que ce soit le gouvernement ou un autre partenaire financier, mais Oui. effectivement, il y a besoin d'avoir des partenaires financiers. Je vais revenir à un point important. Le pourcentage des étudiants que vous ramenez qui parlent français, la plupart, c'est des francophones? Oui, la quasi-totalité, en fait. OK. Parce que je vous ai entendu tout à l'heure parler de la francisation. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est plus l'intégration que la francisation. Peut-être que je me trompe, mais quelqu'un qui est étudiant français à l'intérieur du réseau de l'EQ, aujourd'hui, ce que j'aimerais voir, moi-même, j'ai choisi venir, mon choix pour venir au Québec, c'est pour faire mon MBA. J'aurais aimé avoir du support et de l'appui pour intégrer le marché du travail. Étudiant français, oui, peut-être. Surtout comprendre l'accent au début, les premiers cours, c'est difficile. Mais écoutez, on s'améliore tous à l'intérieur. Mais pour une université avec un réseau régional, avez-vous pensé à des mesures d'intégration? Au fait, permettre le rattachement et le renseignement dans la région avec des partenaires du milieu au lieu de la francisation. Si c'est le cas, avez-vous des exemples? Il y en a plein d'exemples, puis, mais moi, je pense que c'est un élément sur lequel on peut toujours faire mieux. Mais c'est magnifique, en fait, ce qui se passe dans les régions. Puis, il y a, par exemple, avec Ville-Saguenay, il y a un moment d'accueil des étudiants internationaux. Il y a un barbecue qui est organisé, par exemple, à l'UQAC à chaque année, où toute la communauté est invitée à venir accueillir. Puis là, il y a différents kiosques avec les... Chacun y va qui met en valeur, dans le fond, l'apport de sa culture. Donc, il y en a assurément des exemples, mais comme je le disais tout à l'heure, par définition, puisqu'il y a une croissance importante des étudiants internationaux, la réalité des universités, on doit en tenir compte. Pour organiser cet accueil-là, bien, nécessairement, ça veut dire des ressources qui y sont dédiées. Avez-vous des fonds par rapport à l'intégration du ministère? Il y a eu à l'époque, il y a à peu près 5 ans, des sommes quand même importantes qui doivent dater de l'ancien gouvernement, en fait. Mais là, je parle de... Vous êtes l'homme du futur. Vous parlez de moi de maintenant et du futur. Est-ce que vous avez des... Il y a l'actuel... gouvernement... On va laisser parler mon financier. Je dois vous arrêter. Le temps imparti à l'opposition officielle Merci, est avocate. terminé. Merci. Mais on va poursuivre avec le deuxième groupe d'opposition et le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour une période de 3 minutes 18 secondes. Merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant. Il y a beaucoup de beaux chiffres là-dedans. J'aime beaucoup l'idée du tiers qui se destine ou se destineront à la résidence permanente. C'est quelque chose qu'on ne savait pas. C'est quelque chose qu'on va devoir réfléchir puis analyser dans la logique de le mettre hors seuil. Parce qu'effectivement, si le tiers de tous les étudiants étrangers en ce moment au Québec vont être traités hors seuil, finalement, on va avoir plusieurs dizaines de milliers de demandes, possiblement dans le PEC hors seuil annuellement. Alors, je veux juste que ça soit entendu. Si le gouvernement prend cet engagement-là,
ne pourra pas nous dire dans 1 an ou dans 2 ans qu'on ne savait pas à quoi on s'attend, parce que vous nous avez présenté des données qui sont certes préliminaires pour les UQ, mais qui sont quand même potentiellement un signe de ce qui s'en vient. Je voulais vous laisser avec 2 choses. Vous avez parlé d'inclure le DSS au PEC. Ça, c'est une très belle revendication. Je pense qu'on en a pas assez parlé. Et vous avez parlé aussi dans votre mémoire de ne pas mettre le test de français écrit obligatoire. C'est des gens que vous diplômez. C'est des gens qui ont réussi un programme universitaire en français. Alors, je vous laisserai nous répondre là-dessus à l'effet pourquoi à ce point-là c'est inutile et pourquoi on devrait ne pas mettre une exigence supplémentaire quand, j'imagine, la preuve est déjà faite qu'ils sont francisés. Tout à fait. En fait, la réponse courte et simple, c'est que pour pouvoir être admis dans un programme de baccalauréat, on fait passer des tests de français à ces étudiants-là, ces candidats-là, et ce sont des tests qui sont au moins équivalents au niveau 5 qui est déjà exigé. Donc, on trouve que ça pourrait permettre d'alléger finalement la mise en place de la réforme. Jusqu'à aujourd'hui, on ne demandait pas, dans le PEC actuel, le diplôme et la preuve du fait français dans le PEC diplômé tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour le diplôme de baccalauréat, c'est certain. Pour le diplôme de maîtrise aussi. Ouais. Et il n'y a jamais eu de problème allégué ou démontré de quelconque façon que ce diplôme-là n'était pas une preuve suffisante du français. Tout à fait. Donc, à votre connaissance, il n'y a pas de démonstration de nécessité d'exiger un test qui, au surplus, n'est pas fait ici, n'est pas conçu ici, là, en plus d'un diplôme qui est émis par une université du Québec. Exact. Dans les universités francophones, cette démonstration-là n'est plus à faire parce qu'on l'intègre dans le parcours. Test qui, au surplus, coûterait quelques centaines là, de dollars à la pièce là, à chaque fois qu'il faut faire le test ou à chaque fois qu'il faut le démontrer. Donc, je pense que c'est un élément important. J'entends plusieurs critiques d'étudiants étrangers sur le manque de flexibilité du MIFI, sur le changement de CAQ ou sur le changement de type de CAQ. Donc, premier cycle, deuxième cycle, etc. Est-ce que vous avez des revendications pour ça, pour l'assouplissement du CAQ étudiant? Au niveau des difficultés que peuvent éprouver les étudiants étrangers dans les démarches qu'ils peuvent avoir, effectivement, il y a des enjeux aussi de cohérence entre les règles des différents ministères. Et c'est un travail qu'on est en train de faire. Justement, il y a une table permanente pour les étudiants internationaux qui a été mise en place récemment et qui va permettre d'avoir ces discussions-là pour bien faire le point sur les difficultés que vivent nos étudiants et pour trouver ensemble ces solutions-là. Parce qu'il y a beaucoup de scénarios ou d'histoires où de gens sont admis à la maîtrise, finalement, après une session, trouvent ça trop difficile, veulent descendre au baccalauréat ou modifier leur programme, et c'est un refus au niveau du ministère. Et donc, ils ont malheureusement échoué leur session, se retrouvent sans statut, et ça cause la précarité. J'entends ça tous les jours, malheureusement. C'est terminé pour cette partie d'échange avec les parlementaires. On va terminer la ronde avec le député de Matane-Matapédia pour une période de 3 minutes 18 secondes. Merci, Madame la Présidente. Vous permettrez d'entrée de jeu de saluer mon ancien collègue Maître Cloutier et ses collaborateurs, collaboratrices, d'être ici à nous parler des universités. C'est important. D'ailleurs, on a fait une motion tout à l'heure à l'Assemblée nationale pour augmenter le financement des universités en immobilisation, toutes vos revendications. Ça a malheureusement été refusé par le gouvernement, mais ce n'est pas l'objet de mon propos. Accueillir les étudiants internationaux, je veux vous parler du cas de Rimouski, l'Université du Québec à Rimouski, où j'ai étudié, celle que je connais le mieux. Écoutez, c'est 2000 demandes. On doit dire non, c'est pas possible, on n'a pas d'hébergement. Je regardais la situation des résidences, c'est épouvantable. Donc, il y a plusieurs facteurs pour d'abord accueillir les étudiants, avant même qu'ils puissent envisager de rester après, d'étudier puis de rester, c'est de les accueillir. Dans une ville comme Rimouski, c'est dévastateur. Alors, quelqu'un doit prendre la responsabilité d'accélérer les dossiers si on veut être capable d'accueillir une immigration au Québec et encore à plus forte région dans une région. Donc, le portrait que vous avez dans les universités du réseau quant aux capacités que vous n'avez pas, qui font en sorte que vous refusez des étudiants internationaux, ça peut représenter combien de personnes? Ça va être difficile de chiffrer exactement le nombre de personnes. Par contre, on peut chiffrer très clairement les besoins en termes de logement. Et les besoins en termes de logement, c'est simple, il faut les doubler. Alors, ça vous donne une idée du nombre de places qui est nécessaire pour les gens donc, qui ne trouvent pas preneur en termes de logement étudiant. Et le cas de l'Université du Québec à Rimouski est assurément un cas patent. Parce que, pour le bénéfice des collègues, ce qu'on dit, près de 2000 étudiants étrangers doivent être contactés prochainement par l'établissement, on parle de l'UQAR, notamment pour s'assurer qu'ils ont trouvé un logement pour la rentrée de septembre, celle-ci. S'ils n'en ont pas, l'UQAR les dissuadera
de venir étudier chez eux. Imaginez le préjudice réputationnel pour la ville de Rimouski, pour l'UQAR. Ça, c'est seulement à Rimouski. Je vous invite un peu plus tard, hors commission, à nous trouver les autres chiffres. Si on pouvait les cumuler, je pense que c'est une statistique qui parlerait. Pour moi, c'est un frein. Dans le réseau collégial, par exemple, on fait presque des miracles dans les petits cégeps. C'est le cas aussi dans votre région natale, mais au plan universitaire, ça se joue à un haut niveau, et puis là, on n'a pas ce qu'il faut pour les accueillir. Donc, je veux prendre le temps que j'ai essentiellement pour m'attarder à ça en disant, les résidences étudiantes, c'est un enjeu pour vous, puis c'est un enjeu pour l'immigration, si on veut bien réussir en région, et la force du réseau EQ, c'est d'être présent en région. Alors, c'est pour ça qu'il a été créé en 1968, c'est bien ça, et que vous êtes toujours là avec la même vitalité. Alors, moi, je suis un diplômé de l'UQAR, j'en suis très fier, mais j'aimerais que mon université continue de grandir, notamment avec les cerveaux de partout dans le monde. Et on est prêt pour une phase 2 de développement, messieurs, mesdames les députés. J'ai vu ça. L'Université du Québec est mûre pour une deuxième phase de croissance. Et on est en train de faire tomber les dernières barrières avec récemment une faculté de droit à l'Université du Québec en Outaouais qui vient d'ouvrir. Puis on espère un jour avoir une faculté de médecine pour former partout sur le territoire québécois des gens qui habitent les régions, qui vivent en région et qui vont pratiquer en région. Alors, Madame la Présidente, Alors, on a ouvert sur ces autre chose. bonnes nouvelles, on va terminer Merci. sur cette ronde, cette audition. Merci beaucoup de vous être présenté devant nous, d'avoir répondu à nos questions. Alors, je suspends la commission pour quelques instants.